Avec nous, Jérémy Briet de Romand d'énergie, l'hydrogène, le combustible de demain, ambitieux garçon que vous êtes. Alors justement, déjà l'hydrogène, juste réexpliquer quoi, comment, pourquoi. Oui, alors l'hydrogène, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite molécule, c'est la plus petite molécule de l'univers. La plus petite. La plus petite. Et, qui est composée d'hydrogène tout seul. D'hydrogène, deux atomes d'hydrogène, ça fait du dihydrogène. Donc on parle d'hydrogène dans les médias, mais le chimiste dirait du dihydrogène. Du dihydrogène. Déjà, comme ça, on pourra se la péter ce week-end. Non, écoute, on dit pas de l'hydrogène, on dit du dihydrogène, déjà, s'il te plaît. Pardon. Et alors, ce que c'est pas, c'est une source d'énergie. Il n'y a pas, ou il y a très très peu de gisements d'hydrogène. Donc c'est pas une source d'énergie. Ok. C'est un vecteur énergétique. Ça veut dire qu'il faut créer... Il faut créer l'hydrogène. Il faut créer l'hydrogène, et ça dépense de l'énergie. Alors, comment on fait pour créer de l'hydrogène, justement ? Alors, pour créer de l'hydrogène, il faut dépenser soit de l'électricité. Donc ça, c'est la façon la plus courante de faire de l'hydrogène, c'est par électrolyse. Alors, de l'hydrogène vert, là, on parle d'hydrogène vert. On prend de l'électricité verte, on fait de l'électrolyse. Donc, ça veut dire on prend de l'eau. L'eau, c'est H2O. Donc, une partie d'hydrogène, on casse la molécule d'eau grâce à l'électrolyse pour ensuite faire du dihydrogène, alors. Pour faire du dihydrogène et du dioxygène. Vous avez vu un peu, les gars, hein, ça donc, commence la chimie, hein, on a mal à la tête, moi pareil. Alors, une fois qu'on a cette molécule d'hydrogène, donc de dihydrogène qu'on a créée... Alors déjà, ça c'est une façon de le faire, mais il y a plein d'autres façons de faire de l'hydrogène. Là, vous avez dit c'est la façon verte, donc durable. C'est une des façons vertes. Une autre façon verte de le faire, c'est d'utiliser des déchets. Par exemple, des déchets végétaux, des déchets forestiers, des déchets agricoles, même des déchets plastiques. Il y a des process qui nous permettent toute cette matière organique et cette matière plastique, c'est en fait du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Ah, donc c'est le but de récupérer justement tout ça. Voilà, si on arrive à capturer ce carbone, de pas l'émettre dans l'atmosphère, on peut faire de l'hydrogène de façon vertueuse. La grande façon dont est produite l'hydrogène aujourd'hui, c'est par les raffineries. Ouais. Donc on prend du... Et ça, c'est pas très écologique. Donc il faut remplacer tout cet hydrogène produit par les raffineries. Ça, c'est le premier élément. Et puis, une fois qu'on a de l'hydrogène, l'hydrogène, c'est plein d'énergie. Donc c'est un carburant. Et donc on peut aller utiliser ce carburant pour aller décarboner quelque part des applications industrielles ou de l'économie ou des usages. Donc il y a une double valeur, hein. Il y a une valeur énergétique et une valeur décarbonique. Donc ça veut dire que on peut vraiment s'en servir de nouveau pour moins polluer. Voilà, donc on va l'utiliser à la place d'un carburant fossile pour pouvoir faire les mêmes choses qu'avec des carburants fossiles, mais sans émettre de dioxyde de carbone. Mais quand même, la question qui embête, c'est que vous allez dire par exemple pour l'électrolyse, hein, pour produire de l'hydrogène, on doit produire de l'électricité. Exact. Donc il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, produire de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Est-ce que le bilan est quand même bon, mine de rien ? Alors aujourd'hui, il y a des rendements qui sont acceptables, disons. Il y a tout un élan maintenant sur l'hydrogène, donc les technologies sont en train de se développer à une vitesse incroyable là ces années-ci. Donc il y a une amélioration, les rendements vont augmenter considérablement. Alors maintenant, l'application telle quelle, parce que quand vous nous dites justement le combustible de demain, ça veut dire qu'on peut l'appliquer pour se chauffer. On sait qu'il y a aussi le grand projet, je me tourne vers notre spécialiste garage, le grand projet des voitures à hydrogène qui existe, mais qui n'est pas encore a priori l'utilité et le fonctionnement qu'on en voudrait. L'avenir, il est là ? Oui, alors il y a 4 grands champs d'application de l'hydrogène. Je vais partir du plus lointain, celui vraiment du futur, qui est le Graal. C'est de dire, on a trop d'énergie en été. Ouais. Parce que en plus, on va faire beaucoup plus de photovoltaïque on dans peut l'avenir. Produire, ouais. Donc, on a beaucoup d'électricité en été, on n'en a pas beaucoup en hiver. Parce qu'on en consomme beaucoup, on doit chauffer. Alors qu'on en produit moins. Donc, le Graal, c'est de dire demain, peut-être on peut produire de l'hydrogène en été et le stocker. C'est ça, parce que c'est une matière qui se stocke. Enfin, voilà, ça se stocke. Ça se stocke. Le dihydrogène, on peut le garder, ce qui est toujours le même problème avec l'électricité ou autre. On cherche des solutions de stockage qu'on n'a pas nécessairement. Voilà, une batterie, ça peut stocker pour quelques jours, quelques semaines. Mais 6 mois, c'est le stockage saisonnier, c'est très difficile avec les batteries. Puis après, alors il y a quand même un problème de place. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que ça représente de stocker de l'hydrogène au niveau combustible? Parce si ça devient ce combustible de demain que vous défendez, il faut pouvoir le stocker. Est-ce que ça prend beaucoup de place?
Alors aujourd'hui, pareil, c'est une histoire de technologie et puis de pertinence économique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène? On le compresse, on le met dans des bonbonnes ou dans des cavernes ou dans des stockages comme ça. C'est pas très efficace. Mais demain, on va le cryogéniser, il deviendra liquide, ou alors on va faire d'autres molécules avec, qui seront des liquides, qui seront des carburants comme le pétrole. On sait très bien gérer les carburants liquides. C'est pour ça que vous parlez de combustible de demain. Ça veut dire que ces technologies, on les a, mais on les applique pas assez, ou on y travaille encore et on veut les appliquer d'ici que ce soit prêt. Le stockage saisonnier, ça demande du stockage. Ouais. Donc c'est plutôt pour demain parce qu'on n'est pas hyper prêt. Ensuite, il y a les applications qui sont un peu plus immédiates, voire des applications qui sont des applications d'aujourd'hui. Donc on va dans les 4 champs d'application là, un peu plus palpables, c'est les applications sur le bâtiment. Donc un peu faire du stockage saisonnier, mais à l'échelle du bâtiment. Ce serait un peu ça l'idée. Et puis plus proche encore, on a des applications industrielles. Donc l'industrie aujourd'hui utilise de l'hydrogène, de l'hydrogène gris qui émet du carbone. Donc là c'est hyper facile de dire au lieu d'utiliser de l'hydrogène gris, maintenant utilisons de l'hydrogène vert et ça y est, on décarbone. Alors ensuite, maintenant l'idée donc c'est qu'on peut le stocker. Et donc là, ce qui est le plus proche, c'est la mobilité. Donc la mobilité lourde en particulier, parce que pour les voitures, on a des solutions vertueuses vertueuses ou en tout cas moins émettrices que sont les voitures électriques à batterie. Ouais. Donc des voitures électriques à hydrogène, il y en a, il y en aura, mais c'est pas le plus pertinent. Sans doute, ce qui est le plus pertinent, c'est la mobilité lourde. Les camions. Parce qu'un camion, il fait attention à sa capacité de chargement. S'il devait avoir 400 km d'autonomie, il doit mettre 5 tonnes de batterie. C'est lourd, il faut recharger toute la nuit. Un camion sur un dépôt d'une entreprise de transport, ça va. Mais si on a 10, va falloir redimensionner le réseau électrique. Ça commence à devenir compliqué. C'est intéressant ce que vous dites, mais ça veut dire que par exemple, si on met des centrales de recharge à hydrogène, juste dans la question, on sait aussi que la recharge en électrique peut prendre un peu de temps. Est-ce que là, par exemple, l'hydrogène, ça peut aller très vite? C'est comme faire le plein actuellement à la pompe. C'est du même ordre de grandeur, c'est quelques minutes. Ouais, donc ça c'est pratique, mais ça veut dire qu'il faut mettre des réserves un petit peu partout, comme on met maintenant, comme on met justement des pompes à essence un peu partout. Voilà, il faut avoir des stations-service. Alors ça se développe très très vite. Il y a 2 ans, je pense qu'il y avait de l'ordre de 2 peut-être stations en Suisse. Aujourd'hui, j'ai perdu le compte, mais je crois qu'on est à 10. Donc 10, ça commence à venir et le but c'est de développer ça. Voilà, donc on peut imaginer que dans quelques années, il y aura moins de problèmes d'infrastructure, mais c'est un peu le jeu de l'œuf ou de la poule. Ouais, de nouveau, l'offre et la demande. Quoi. Les transporteurs veulent utiliser des camions qui émettent pas de dioxyde de carbone, qui polluent pas, mais ils ont peur de pas avoir l'infrastructure, avoir les stations d'avitaillement, les stations-service. Et puis ceux qui font des stations-service, ils ont envie de les faire, mais ils ont peur qu'il n'y ait pas de camions. Donc l'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la même table. Et de soutenir le projet. Voilà, et de créer des écosystèmes, de collaborer, de parler ensemble. C'est un peu ça le travail qu'on entend faire. Et de soutenir, parce que c'est vrai que j'entendais des débats l'autre fois où il y avait justement des labels biogaz qui étaient soutenus ou non, suivant les partis politiques ou même les décisionnaires, on va dire, un petit peu plus haut, pour les communes. Et puis d'autres qui disaient, oui, mais tant qu'on ne soutient pas des labels type biogaz ou justement là, pour l'hydrogène, on n'arrivera pas à les créer parce qu'il n'y a pas l'argent pour. Exact. Donc il faut créer la demande ou créer l'offre pour avoir la demande et ainsi de suite et inversement. Faut soutenir alors d'un point de vue de l'image, effectivement, des labels, etc. Faut soutenir financièrement, faut subventionner et faut aider économiquement. Il faut y croire et investir. Ouais. Aujourd'hui, en Suisse, on a un contexte hyper particulier qui, je pense, est unique au monde. C'est que les transporteurs payent une taxe très importante sur le transport de marchandises, qui est la RPLP. Ouais. Ça leur coûte quasiment aussi cher que le carburant. S'ils utilisent un camion à hydrogène ou électrique, à batterie, ils sont exemptés de cette RPLP. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les transporteurs, ils peuvent économiquement faire un choix d'utiliser des flottes qui émettent pas, ou moins en tout cas, directement de dioxyde de carbone. Et alors après, le nerf de la guerre, c'est le coût. Est-ce que l'hydrogène coûte plus cher actuellement, on imagine, que la benzine, quoi? Alors aujourd'hui, c'est une question à triple rebond parce que qu'est-ce que c'est le prix de l'hydrogène? Le prix de l'hydrogène à la pompe,
Ça va être la somme des marges plus des coûts de production, des différents acteurs sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des subventions? Comment c'est taxé? Ça va être surtout ça, les principaux éléments. Et puis le fait que justement, plus il y aura de demandes et forcément l'offre diminuera le prix, toujours la loi du marché. Dernière question que j'avais envie de vous poser, parce qu'il nous reste à peu près 2-3 minutes. Il y a aussi le fait que maintenant, il faut le produire, cet hydrogène. Donc l'idée, ce serait aussi construire un maximum de centrales à hydrogène. Alors, il faut le produire. Donc on a vu avant que pour produire l'hydrogène, il faut soit des déchets, soit de l'électricité, principalement de l'électricité. Donc déjà, il faut qu'on produise de l'électricité, il faut qu'on en produise plus. Donc ça, c'est déjà une réflexion, une problématique. Il y a déjà une réflexion sur cette problématique. Est-ce qu'on peut se permettre de produire de l'hydrogène en mobilisant de l'électricité dont on manque et que Romande Énergie, en tant que gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, doit cette électricité à ses clients captifs? Donc est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? C'est des questions qui sont encore ouvertes. En tout cas, et puis là, c'est peut-être un avis un peu plus personnel. Est-ce que on doit le produire en Suisse? Est-ce que y a d'autres pays qui sont des pays amicaux, comme je sais pas, par exemple le Portugal, l'Espagne, des pays ensoleillés qui sont pas très loin, qui vont produire une énergie verte, solaire à 1 ou 2 centimes du kilowattheure? Est-ce que là, on a une opportunité? Mais après, il faut le transporter. Voilà, il faut le transporter, mais versus des pays moins amicaux. Surtout en ce moment, la géopolitique qui produisent des gaz nous montre à quel point. C'est ça. Donc, si le but c'est de travailler en réseau de nouveau sur une géopolitique amicale, et puis de pouvoir produire une énergie verte, parce que déjà la base d'électricité qui sert à produire l'hydrogène, le dihydrogène, j'ai compris. Le dihydrogène va être justement vert de A à Z. C'est vraiment le but, pour justement s'opposer à tout ce qui est gaz naturel peut-être aussi, qui est une énergie très utilisée, mais qui est vraiment en ce moment un petit peu compliquée à gérer. Exact. Et puis voilà, donc juste ici, en 2 mots, l'hydrogène vert, c'est une occasion de rebattre les cartes sur la façon dont on consomme de l'énergie, des externalités, qu'est-ce qu'on émet, et puis comment est-ce qu'on interagit avec nos voisins. Merci beaucoup. On rappelle, Jérémy Briet, vous êtes le responsable hydrogène, le combustible de demain. Jérémy Briet chez Romande Énergie, merci beaucoup. Merci de votre invitation. On peut vous poser des questions, on peut vous contacter chez Romande directement. Très volontiers, oui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.